Des responsables de Floride ont discrètement lancé un projet secret, engloutissant des millions de dollars dans une ultime tentative désespérée. Ils ont déployé des centaines de lapins robotiques au cœur des Everglades. Chaque machine était conçue pour imiter un lapin vivant, de sa chaleur corporelle à son odeur caractéristique, dans le but de piéger les pythons qui ont ravagé cet écosystème. Mais le marais n'obéit pas aux règles des hommes. Les robots ont fonctionné bien trop efficacement. Ils n'ont pas seulement localisé les pythons, ils ont découvert autre chose. Et ce qui s'est passé ensuite est, franchement, complètement insensé. Lorsque les glades commencent à s'effacer au lever du soleil, les Everglades de Floride brillent comme un miroir vivant. C'est un monde de sagittaires ondoyantes au-dessus d'eau lente, où les hérons se tiennent immobiles comme des statues. Pourtant, sous cette beauté saisissante se cache l'un des écosystèmes les plus dévastés d'Amérique. Depuis des décennies, cette immense étendue sauvage, une rivière d'herbe peu profonde couvrant 2 400 000 hectares, subit une attaque silencieuse et rampante. L'envahisseur n'est ni une marée chimique ni un nouveau projet immobilier. Il est vivant, il a faim, et il s'est révélé, pour le dire avec douceur, impossible à arrêter. Le python birman, un prédateur né dans les jungles d'Asie du Sud-Est, a transformé les zones humides de Floride en son empire personnel. Ce que personne ne vous dit, c'est que cette invasion n'était pas un caprice de la nature. C'était une erreur humaine, née du commerce d'animaux exotiques dans les années 1980 et 1990. De jeunes pythons étaient vendus comme de simples curiosités inoffensives, brillants, magnifiquement tachetés et assez petits pour tenir dans les mains d'un enfant. Mais ces animaux domestiques ont grandi et ils ont grandi vite. En quelques courtes années, beaucoup atteignent des longueurs impressionnantes de 4 à 6 mètres, assez puissants pour maîtriser un cerf ou même un alligator de près de 2 mètres. Des propriétaires totalement dépassés par la présence d'un monstre dans leur salon ont commencé à les relâcher dans les canaux et les marais. Puis en 1992, l'ouragan Andrew a ravagé le sud de la Floride. La tempête a détruit d'innombrables installations d'élevage de reptiles, libérant un nombre inconnu de pythons dans la nature. Ces serpents échappés ont constitué le noyau de la population qui allait plus tard envahir les Everglades. Pour un python, ce nouveau monde était un paradis. Les Everglades offraient en chaleur, eau abondante et surtout des proies qui n'avaient jamais appris à redouter un gigantesque constricteur. Sans prédateurs naturels et avec la capacité stupéfiante de pondre jusqu'à 100 œufs à la fois, leur population a explosé. Les biologistes estiment aujourd'hui que des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers, sillonnent le sud de la Floride. Les dégâts qu'ils ont infligés à la chaîne alimentaire sont catastrophiques. Dans les zones dominées par les pythons, les ratons laveurs, les opossums et les lapins des marais ont quasiment disparu. On parle de populations ayant chuté de plus de 90%. Un grand python a été retrouvé avec un cerf adulte dans l'estomac. Dans un autre épisode célèbre, un python a été filmé en train de se battre avec un alligator, un affrontement si violent que les deux animaux ont péri dans la lutte. La disparition de ces espèces provoque une réaction en chaîne. Moins de petits mammifères signifie moins de nourriture pour les oiseaux de proie indigènes. Moins de charognards signifie que la matière en décomposition s'accumule, modifiant la composition même du sol. La lutte contre eux est un long combat perdu d'avance. Les autorités se sont d'abord tournées vers le grand public, lançant le Python Challenge en 2013. Ce fut un événement médiatique considérable, un appel aux armes pour quiconque osait s'aventurer dans le marais. Des prix en argent, la gloire publique et le frisson de la chasse. Ils sont arrivés avec des hydroglisseurs, des machettes et des lampes de poche. Mais après des semaines d'efforts, le bilan collectif n'atteignait que 68 serpents. 68 sur des dizaines de milliers. C'était une opération de communication, pas une solution. Ils ont alors adopté une stratégie plus professionnelle, le programme d'élimination des pythons. Il ne s'agissait plus d'un concours, mais d'un vrai travail. Des chasseurs agréés et rémunérés patrouillent les digues la nuit, percevant un salaire horaire augmenté de primes pour chaque serpent capturé. Mais le calcul est impitoyable, il en coûte des millions pour payer des prestataires chargés de surveiller une superficie colossale, et pour chaque serpent qu'ils retirent,
Il semble que deux autres prennent sa place. Ils ont même essayé les serpents Judas en équipant des pitons femelles de balises radio pour guider les chasseurs vers les zones de reproduction. Cela a aidé, mais ce n'était pas suffisant. Les Everglades étaient tout simplement trop vastes. L'État a compris que la force brute était un jeu perdant. Il leur fallait un chasseur qui ne se fiait pas à ses yeux. De l'impasse au prototype, quand les programmes de primes n'ont pas réussi à faire la moindre différence, les gestionnaires de la faune sauvage ont réalisé qu'ils avaient besoin d'un nouveau type de chasseur. Il leur en fallait un qui ne dépende ni de la vue ni de la chance, mais d'un instinct ancien et puissant. C'est alors que la Floride s'est tournée vers un allié aussi vieux que l'humanité elle-même, le chien. Ces dernières années, la Commission de conservation de la faune et de la pêche de Floride a lancé une expérience modeste mais audacieuse. Deux chiens entraînés comme des détectives d'élite allaient être envoyés dans les marais pour accomplir ce que les humains ne pouvaient pas faire: flairer l'invisible. Leurs noms étaient Truman et Eleanor. Truman, un labrador noir, avait le visage sympathique d'un animal de compagnie familiale. Eleanor, une berger hollandais aux yeux vifs et alertes, avait été élevée pour la précision. Pendant des mois, ils ont été dressés à reconnaître la faible odeur musquée que les pitons birmans laissent derrière eux. Un parfum que les humains ne peuvent absolument pas détecter, mais qui s'attarde dans l'herbe et la boue longtemps après que le serpent est passé. Une fois sur le terrain, les résultats sont arrivés rapidement. Au cours de leurs premiers mois, le duo a contribué à capturer plusieurs grands serpents qui avaient échappé aux équipes humaines pendant des semaines. La queue de Truman se raidissait, Eleanor tournait en rond, le museau bas, puis se figeait soudainement, le signe universel indiquant que la proie était proche. Quelques instants plus tard, le faisceau de la lampe torche d'un guide capturait le lent ondoiement des écailles. Ces chiens trouvèrent des pitons en quelques minutes, là où des biologistes avaient cherché pendant des heures. Mais comme pour tout dans les Everglades, le succès avait un prix. Le marais est un endroit difficile où travailler. La chaleur est extrême, dépassant souvent 37 degrés Celsius, avec une humidité écrasante. Les chiens devaient porter des vestes rafraîchissantes et des bottines spéciales pour protéger leurs pattes de la coupante herbe à scie. Et bien sûr, la zone regorge d'autres dangers, comme les alligators et les cotonneux venimeux. Ce que beaucoup ont négligé, cependant, était le vrai problème: l'échelle. Truman et Eleanor étaient extraordinaires, mais ils n'étaient que deux chiens. Les Everglades, rappelons-le, couvrent 670 000 hectares. Pour couvrir une si grande superficie, l'État aurait besoin de centaines d'équipes canines, coûtant des dizaines de millions en formation et en soutien. C'était un outil brillant, mais ce n'était pas la solution définitive. Cette victoire a cependant déclenché une question nouvelle et controversée. Les chiens avaient prouvé que l'odorat était la clé. Alors, que se passerait-il si l'appât pouvait attirer les serpents vers les chasseurs? Cela a conduit les scientifiques sur une voie troublante, une voie qui brouillait la frontière entre la biologie et le désespoir. Ils ont commencé par de petites études contrôlées, utilisant des lapins de marais vivants, la proie naturelle du python. Ils ont construit des enclos sécurisés conçus pour protéger les lapins de toute attaque directe et les ont placés sur des sentiers marécageux très fréquentés. Les lapins, terrifiés mais indemnes, sont devenus de véritables aimants. En quelques semaines, les pitons ont commencé à apparaître, l'un après l'autre, se glissant vers les enclos. Le principe était prouvé. L'attraction par la proie fonctionnait, mais le coût moral était élevé. Les images de lapins vivants tremblants, entourés de gigantesques constricteurs, ont immédiatement déclenché une vague d'indignation de la part des groupes de défense du bien-être animal. Les expériences ont été qualifiées de cruelles. Sous une immense pression du public, le financement des essais d'appâts vivants a été supprimé. Le programme a été arrêté. Ils ne pouvaient pas utiliser des animaux vivants. Alors, ils ont décidé d'en construire un. Quand les alligators sont arrivés, c'est là que l'histoire devient vraiment étrange. Le programme d'appât vivant étant terminé, ingénieurs et biologistes ont uni leurs forces. Ils avaient le schéma directeur. Ils savaient ce qu'un python voulait: la chaleur d'un petit mammifère, l'odeur de sa fourrure,
et le léger frémissement de la vie. Alors, ils ont commencé à construire. Baptisé Robot Rabbit, le projet reposait sur des leurres d'une ingéniosité remarquable. Fabriqués à partir de matériaux résistants aux intempéries et recouverts de fourrure synthétique. À l'intérieur, un coussin thermique spécial diffusait en permanence une signature de chaleur presque identique aux 37 degrés du corps d'un lapin des marais vivant. De minuscules émetteurs à piles libéraient un composé chimique imitant le musc du lapin, un parfum capable de se répandre dans la brise du marécage. Certains modèles étaient même équipés de petits moteurs faisant frémir les oreilles et le museau. Il s'agissait, en somme, d'appâts parfaits. Chacun coûtait près de 4000 $ à fabriquer. Dissimulé à l'intérieur se trouvait une caméra déclenchée par le mouvement et un émetteur. Dès qu'une créature s'approchait en rampant, le système s'activait et envoyait une alerte aux biologistes postés à des kilomètres de là. Pour alimenter l'ensemble, de petits panneaux solaires efficaces permettaient un fonctionnement autonome pendant plusieurs semaines. Le plan était simple. 120 de ces lapins robotiques furent ancrés dans des enclos protégés, aux endroits connus comme étant des points chauds à pitons. L'objectif n'était pas de blesser les serpents directement, mais de les attirer vers des zones surveillées, où des équipes entraînées pouvaient intervenir et les capturer. Lorsque les premières unités furent déployées, personne ne savait si cela fonctionnerait. Les 2 premiers jours furent un succès retentissant. Les alertes commencèrent à se déclencher presque immédiatement. Les caméras de terrain captèrent des images stupéfiantes. D'immenses pitons, certains dépassant 4,5 mètres, s'approchaient des leurs. Ils dardaient leur langue, percevant la chaleur et l'odeur. Puis ils frappaient, enroulant leur corps massif autour des faux lapins. Les équipes intervenaient et capturaient serpent après serpent. Ça fonctionnait. Puis vint le 3e jour. Une alerte arriva depuis un leurre positionné près d'un profond canal. Le biologiste qui surveillait le flux s'attendait à un python. Au lieu de cela, la caméra révéla une forme sombre, semblable à un tronc, se déplaçant rapidement, un alligator de près de 3,60 m. Le reptile n'était pas désorienté. Il avait été attiré par les mêmes déclencheurs sensoriels. Il percevait un animal chaud se débattant. Dans une violente explosion d'eau, l'alligator chargea l'enclos et broya le robot à 4000 $ d'une seule mâchoire. Ces robots s'avéraient être le leur parfait pour absolument tout. Ce que personne ne dit, c'est que python et alligator sont des ennemis ancestraux. Ils se disputent nourriture et territoire. Or, les humains venaient de disperser des centaines de cloches à dîner clignotantes à travers leur terrain de chasse commun. Ce qui se passa ensuite était proprement insensé. Une nouvelle guerre des prédateurs éclata. Les alligators, comprenant qu'il s'agissait de repas faciles, même peu satisfaisants, se mirent à traquer les robots. Ils en détruisirent des dizaines. Les pythons, sentant la présence des énormes alligators, commencèrent à éviter complètement les pièges. Le projet était, pour le dire avec douceur, un désastre total. Il était en train d'échouer et les machines coûteuses étaient réduites en miettes, mais les robots cachaient un secret. Pirater l'invasion. Scientifiques et responsables étaient prêts à tout arrêter. L'armée de lapins robotiques avait échoué. Des millions de $ étaient broyés dans les mâchoires des alligators. Mais une jeune analyste de données au sein de l'équipe remarqua quelque chose d'étrange. Les robots n'étaient même pas de simples leurres. C'étaient des espions. Avant d'être détruits, le capteur de mouvement, le thermographe et la caméra de chaque robot avaient tout enregistré à leur passage. Ils ne consignaient pas seulement les attaques de pythons. Ils tracèrent leurs déplacements. Ils relevaient l'heure, la température et la direction de progression. Ce que beaucoup avaient négligé, c'est qu'en recoupant les données des 120 unités, notamment celles qui n'avaient pas été attaquées, un schéma se dessinait. Une carte numérique en 3 dimensions des mouvements des prédateurs dans le marécage fut ainsi constituée. Et les données révélèrent quelque chose que personne n'avait jamais observé auparavant. Les pythons ne se glissaient pas au hasard à travers le 1 et quelques hectares de territoire. Ils empruntèrent des autoroutes, des couloirs cachés précis dans l'eau et dans les herbes assis pour se déplacer entre leurs zones de chasse.
et les alligators, eux aussi, les utilisaient. C'est à ce moment-là que l'histoire bascule du bizarre vers quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. Et ça devient encore plus dingue. Les scientifiques ont pris toutes ces données, chaque frémissement, chaque tentative de chasse ratée, chaque lapin robotique perdu, et ils les ont injectées dans une intelligence artificielle très puissante. L'IA s'est mise à analyser les chiffres en profondeur, cherchant des schémas invisibles à l'œil humain, et elle en a trouvé un. L'IA a commencé à prédire non seulement où se trouvaient les pitons, mais aussi où ils se rendraient à des moments précis. Pourquoi? Parce qu'elle avait appris ce que les pitons redoutaient. L'IA avait découvert que les pitons se déplaçaient selon des trajectoires précises et calculées pour fuir leur unique prédateur naturel, l'alligator. Les robots n'avaient pas simplement repéré quelques serpents. Ils étaient tombés par hasard sur quelque chose d'énorme. Ils avaient accidentellement cartographié l'intégralité de l'agenda social secret des pitons. Ils avaient déchiffré leurs déplacements, leurs peurs et leurs itinéraires cachés. Ils avaient mis au jour la faiblesse secrète des pitons. Munis de cette nouvelle carte fantôme, les chasseurs ont reçu un tout nouveau plan de jeu. La stratégie entière a basculé du jour au lendemain. Terminer le temps d'attente interminable au Sittler, dans l'espoir qu'un serpent passe par là. C'était du passé. À la place, ils ont utilisé les prédictions précises de l'IA pour passer à l'offensive. Ils pouvaient intercepter les serpents sur leurs autoroutes secrètes, ces itinéraires dissimulés qu'ils empruntaient, en croyant que personne ne les observait. Les résultats ont été immédiats et stupéfiants. Ils ne trouvaient plus un serpent à la fois. Ils en trouvaient des groupes entiers. L'IA, en suivant les déplacements spécifiques des grandes femelles adultes, a accompli l'impensable. Elle a conduit les chasseurs directement à la source. Elle les a menés jusqu'aux zones de reproduction. Il s'agissait de nids immenses, totalement dissimulés, enfouis si profondément dans le marais qu'aucun humain ne les aurait jamais découverts seuls. Ils ont trouvé des dizaines de femelles et des milliers d'œufs. Les chiffres étaient presque impossibles à croire. En seulement un mois, grâce à cette nouvelle carte IA, les chasseurs ont retiré davantage de pitons envahissants que durant toute l'année précédente du programme de primes. Tous ces échecs, tous ces robots détruits, ça en valait la peine. Les lapins robotiques, même en se faisant écraser, avaient réussi bien au-delà de toutes les espérances. Ils n'avaient pas seulement contribué au combat, ils avaient transformé toute la guerre. Ils avaient piraté l'invasion. Alors, est-ce que l'expérience high-tech de la Floride vient de créer une nouvelle race de super serpents? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils devraient tenter ensuite? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables.